Allez, 18h35 sur la première, soyez les bienvenus dans Libre Cours et merci de votre fidélité à ce rendez-vous du dimanche soir qui reçoit aujourd'hui Guillaume Derinal, le président de l'association Construire notre vivre ensemble. Guillaume Derinal, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Thierry Melsan, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Martinique la première. Tout va très bien, voilà, très heureux d'être parmi vous. Et voilà, donc nous parlerons tranquillement de l'association et de ses projets. Très bien. Alors, on vous connaît en Martinique comme quelqu'un de très actif et créatif, mais parmi les 1000 choses que vous faites, il y a en particulier cette association Construire notre vivre ensemble, que vous présidez. Et c'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes là, donc que vous êtes notre invité ce soir. Avant d'en venir à l'association elle-même, dites-moi, pourquoi est-ce si important pour vous, cette notion de vivre ensemble ? Sincèrement, on n'aurait même pas dû se poser la question de créer une association pour cela. Mais quand on voit ce qui se passe, de nombreuses personnes autour de moi, on s'est mis ensemble depuis 3 ans à travailler sur ce concept-là pour essayer vraiment de travailler tous ensemble en Martinique sur une seule voie. Nous avons toujours, on va dire, entre chaque personne, 80% de points communs, 20% de différences. Alors pourquoi travailler sur les 20% de différence ? Nous, on travaille d'abord sur ce qui nous rassemble. Et pour ça, ce vivre ensemble est important. Le vivre ensemble est important pour, peut-être pas pour notre génération, mais au moins pour celle de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est quelque chose qui est à construire. Je veux dire, c'est une construction du vivre ensemble. Et pour cela, on doit vraiment réussir à créer notre identité martiniquaise au sein de la Grande Caraïbe. Voilà. Et quand vous dites, quand on voit ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais vous voyez bien que depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y a des conflits en permanence. Ces conflits-là sont exacerbés par peut-être de la discrimination, par beaucoup de choses, par de l'absence de connaissance de l'un ou de l'autre. Et ce qu'on cherche à faire, c'est mettre en place de la transparence partout, mettre en place de l'accès à la connaissance, l'accès au savoir, de façon à ce qu'on connaisse tous notre histoire, l'histoire de la Martinique. Et comment définir cette association ? C'est une association qui est là, un groupe de personnes adossées à un conseil scientifique, parce qu'on ne peut pas travailler sans conseil scientifique. Donc on est adossé en fait à des historiens, à des archéologues, à des sociologues, à des écrivains, hommes comme femmes bien sûr, qui sont là pour nous guider dans vraiment la création de l'ouverture, de l'accessibilité du savoir et de la connaissance pour l'identité martiniquaise, comme je dis, en mettant en place des actions concrètes. Parce que la population, nous sommes toujours dans l'attente du concret. On nous a tellement promis, on va dire, il y a tellement de beaux mots, tellement de belles phrases qui sont néanmoins très jolies, qui sont des très beaux concepts. Mais nous voulons mettre en place des faits, des actes, pour qu'on arrête de dire on va faire. Donc nous avons décidé de mettre en place des actions qui commenceront dès le mois de mars sur la rénovation de Quel type d'action, justement ? Nous travaillons sur, par exemple, la rénovation et l'entretien des cimetières, qui sont une base de mémoire. Nous travaillons sur des commissions pour mettre en place des plaques sur les habitations qui expliquent un petit peu l'histoire du passé, pas que l'histoire actuelle, on va dire, des habitations. Nous travaillons sur une volonté de mettre en place un centre international de recherche sur l'histoire de la Martinique. Le site est en cours de création. Voilà, c'est beaucoup de choses concrètes. C'est pas que des mots, parce que le concept vivre ensemble, c'est un concept qui est maintenant dans la bouche de beaucoup de monde. Et on attend des actes. Donc nous, les actes, l'association est là pour les mettre en place. On n'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur cela. Donc, on va travailler avec eux. On est là pour tendre la main à tout le monde. On ne peut pas faire un vivre ensemble qu'entre soi. Donc, c'est pas le vivre ensemble de l'association Construire notre vivre ensemble. C'est le vivre ensemble de l'ensemble des Martiniquais. D'accord. Par exemple, pourquoi les cimetières ? Les cimetières, le problème, c'est qu'actuellement, les municipalités n'ont pas les moyens financiers de les entretenir. Tous les Martiniquais n'ont pas les moyens d'entretenir leurs tombeaux, leurs caveaux. Et c'est quand même une base de mémoire et une base culturelle aussi de la Martinique. Donc nous allons mettre en place des chantiers jeunes, des chantiers d'insertion, tout ce qu'il faut pour entretenir et rénover, pour aider la population, aider les mairies
à entretenir ces cimetières. Très bien. Donc vous êtes donc le président de cette association œuvrant dans le mémorial, hein, et même si ce mémorial remonterait à des événements liés à l'esclavage? Oh, bien sûr, nous ne pouvons pas renier un passé. Le passé est là, on ne peut pas le détruire en détruisant un livre, en brûlant un livre. Il est là, nous devons faire avec, nous devons l'accepter. Toutes les parties doivent l'accepter. Nous avons un passé qui est de la période précolombienne, donc la période amérindienne, de l'esclavage, des luttes pour la libération, de la prédépartementalisation. Tous ces quatre périodes ont été des périodes fortes de création de l'identité et on ne peut faire abstraction d'aucune. Très bien. Et qui adhère à cette association? Tout le monde. Vraiment, pour l'instant, nous avons des hommes comme des femmes, des instituteurs, des chômeurs, des historiens. Il y a vraiment tout le monde qui a... Combien d'adhérents, à peu près? Pour l'instant, nous commençons. Nous avons commencé officiellement il y a 2 mois. Nous sommes une vingtaine d'adhérents et une cinquantaine de sympathisants autour qui sont là pour nous aider, pour travailler avec, dont le comité d'orientation scientifique, qui ne sont pas des adhérents, mais qui est un comité qui est là pour nous guider. Très bien. 18h41 sur la première, vous êtes dans Libre Cours et ce soir, c'est Guillaume Derinal, le président de l'association Construire notre Vivre Ensemble, qui est notre invité. Alors, d'après votre parcours, vous êtes très engagé envers la Martinique, mais dans votre cas, qu'est-ce que c'est concrètement qu'être engagé envers votre pays, la Martinique? C'est être disponible, c'est ne pas avoir peur de prendre des coups pour elle, de ne pas avoir peur d'avoir des idées qui vont chambouler, qui vont révolutionner, de ne pas avoir peur d'être utopiste, de rêver pour la Martinique. Donc voilà, donc c'est vraiment être là, penser à elle, l'avoir au fond des tripes et vouloir que ça soit le plus beau pays. Le plus beau pays. Ne pas avoir peur de prendre des coups pour elle, pour la Martinique. Pourquoi? Parce que vous prenez des coups pour la Martinique? Je pense ceux qui s'investissent vraiment pour un développement culturel, un développement harmonique, on va dire, de la Martinique, automatiquement, il y a des personnes qui sont pas d'accord, qui utilisent, on va dire, la division pour régner, je veux dire. Et ça, c'est compliqué. Mais dans toutes les parties, de toutes les communautés, entre guillemets, martiniquaises, c'est pas strict, tout le monde. Tout le monde, très bien. Guillaume Derinal, à quel moment de votre vie, en grandissant, avez-vous clairement compris et pris conscience personnellement de ce qui s'était passé dans l'histoire et de la part prise par vos ancêtres dans l'esclavage? C'est quelque chose qui est arrivé en fait au fur et à mesure. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné une éducation très ouverte. C'est-à-dire que j'ai été en école publique au François. J'ai commencé l'école publique je suis resté au François jusqu'au lycée, parce qu'il n'y avait pas encore le lycée du François. Donc j'ai tout fait au François en public. Je suis parti à Schellcher après, au lycée Schellcher. Donc je pense que déjà cette ouverture d'esprit, de ne pas être enfermé en école privée, c'est très important. J'ai eu l'occasion de partir faire des études à Berkeley. On en parlera plus tard. Voilà, qui est aussi une université, on va dire, très ouverte sur le monde. Voilà, donc j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont donné une ouverture d'esprit et qui m'ont dit ne reste pas enfermé sur toi-même, regarde ce qui se passe ailleurs. Ils vous ont raconté les choses? Pas la peine de le raconter. Est-ce qu'ils vous ont raconté les choses? Ils ont dit, ils ont fait quoi? Non, parce que mes parents n'en ont pas vécu non plus cette période-là. Donc peut-être que mes arrière-grands-parents l'ont vécu, mais mes parents l'ont pas vécu, donc ils peuvent pas me raconter quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Donc c'est quelque chose qu'on apprend simplement à l'écoute des autres, qu'on apprend, qu'on se sent, on voit que certaines personnes nous tentent de nous isoler, de nous mettre de côté, donc on essaie de comprendre pourquoi. Donc c'est une démarche, on va dire, qui est naturelle. C'est une démarche, on va dire, qui permet de connaître l'autre. Pour l'accepter, pour être accepté. Voilà, ne pas rester dans une situation, dans une posture, juste dans une posture différente. Et quelle fut votre réaction quand vos parents vous ont parlé de ça? Moi, la réaction, c'est quand je l'ai depuis tout jeune, donc c'est quelque chose qui paraissait déjà, on va dire, comme dans les films, qu'on pensait pas réaliste. Et c'est petit à petit qu'on a compris, on va dire, la cruauté, la difficulté de cette époque-là.
Voilà, je n'étais pas là à cette époque-là, donc c'est pas quelque chose que où je peux parler, je peux témoigner. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut rester gravé dans nos mémoires pour ne pas que ça se réitère. Et vous en parlez des fois entre vous, béquets, ou bien c'est un sujet tabou? Oh, il n'y a aucun sujet tabou. Et rassurez-vous, je ne suis pas ici en tant que béquet, je suis juste ici en tant que Martiniquais de Guillaume de Rênal. Et il n'y a pas, entre guillemets, un porte-parole des béquets qui vient parler au nom des béquets. Voilà. Et s'il y en avait, ça ne serait pas moi. Très bien, très bien. Guillaume de Rênal, nous allons marquer à cet instant une pause musicale. Et vous avez choisi Malavoie Ralph Tama avec Jean Mouin. Pourquoi ce choix? Si vous écoutez les paroles d'amour, c'est quelque chose qui est, je pense, important. C'est une génération aussi de chanteurs qui avaient des paroles, qui avaient vraiment des textes, et que je trouve vraiment remarquable au niveau de l'amour. Très bien. On écoute un extrait et on revient juste après. Sentimental, l'amour yo passionné, pour ça yo aimé, j'ai yo dans l'âme yo, malgré temps qui passait, malgré la vie qui vini plus difficile, yo pas qu'à changer, c'est comme ça j'en moyen. Zot, connaître ça bien, c'est bon mon pays. Yo, toujours pareil, même les plus malheureux. Pour rendre nos services, ou bien pour séparer, ça yo qu'a possédé. Yo pas qu'à changer, c'est comme ça j'en moyen. Mais faut pas comprendre l'amour t'as là. Malgré temps qui passait, malgré la vie à qui vini plus difficile, c'est ça qui filait, c'est comme ça j'en moyen.
chez yo, qu'avec les yo. Ralph Tamar, Malavoie, Jean Moin, titre choisi par Guillaume de Rênal, le président de l'association Construit notre vivre ensemble, qui est ce soir l'invité de Librecours, 18h50. Guillaume de Rênal, vous vous sentez comme porteur, comme solitaire de quelque chose dans tout ce passé si lourd, ou bien vous vous dites qu'après tout, vous n'êtes pas responsable de ce qu'ont fait vos ancêtres? Non, je ne suis pas responsable, mais je dois quand même accepter les critiques, accepter les attaques à ce sujet. Donc je dois vraiment travailler, c'est quelque chose qui a pris du temps, à accepter de se faire, on va dire, attaquer pour des choses qu'on n'a pas commises soi-même. Donc c'est toujours compliqué à accepter. Mais c'est quelque chose où j'ai travaillé sur moi et j'ai pris en compte, on va dire, le ressenti des autres. J'ai écouté les autres et ça m'a permis d'avoir des réactions, on va dire, plus mesurées que j'ai pu avoir il y a quelques années. Quand vous avez fait un travail sur vous l'avez fait comment, ce travail? En écoutant tout le monde. D'abord en écoutant les personnes qui avaient des idées différentes, parce que écouter les personnes qui pensent comme soi, ça nous amène pas très loin. Donc j'écoutais surtout les personnes qui avaient des idées totalement différentes des miennes, dont on était en opposition, et j'ai réussi à comprendre, à comprendre pourquoi ces personnes-là avaient ces réactions, et donc j'ai réussi à travailler aussi au fond de moi pour avoir des réactions, on va dire, plus tempérées et pour comprendre l'autre. Voilà. Sans tomber dans l'apitoiement sur soi, qu'aimeriez-vous dire, qu'aimeriez-vous plutôt que les non-béquets, entre guillemets, comprennent sur le monde des béquets? Que les béquets, ce sont des Martiniquais comme les autres. Peut-être qu'on les voit moins parce qu'en fait, c'est une minorité. C'est vrai que c'est une minorité qui habite peut-être dans les mêmes coins, dans les mêmes quartiers. Mais ça, c'est valable, je pense, dans tous les pays du monde où les minorités se regroupent, se rapprochent. Voilà, je pense que c'est uniquement un sentiment de minorité. Quand vous avez des Martiniquais qui sont en région parisienne, ils sont très souvent dans les mêmes quartiers aussi. Donc je pense que c'est simplement c'est pas pour être en dehors des autres, c'est uniquement pour se réconforter, pour se rassurer, pour se rasséréner en étant ensemble. Quel regard aimeriez-vous voir changer de la part des non-béquets? J'aimerais que ce genre de questions n'ait plus lieu d'être. On va dire qu'on ne parle pas de non-béquets et de béquets, qu'on parle simplement de Martiniquais. Voilà. Donc c'est ça. Que si on arrive à supprimer le non-béquet ou le béquet et dire vous êtes Martiniquais, oui je suis Martiniquais et point. Ça vous gêne? C'est pas que ça me gêne, c'est que je me battrais pour qu'on considère le béquet, le coulis, le mulâtre comme des Martiniquais à part entière, simplement. Dites-moi, comment vivez-vous le 22 mai? Comme une date que vous subissez ou bien comme la commémoration d'événements qui vous concernent? Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous parce que c'est quand même une date qui a permis en fait de recréer, de créer vraiment l'identité de notre pays, de la Martinique. Ça a permis vraiment à des familles qui étaient peut-être à l'origine dans l'esclavage, du moins qui étaient esclavagistes, qui ont compris les problématiques et qui se sont battus pour la libération aussi. Parce que si on regarde par exemple la famille de Joséphine de Beauharnais qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques mois, Joséphine de Beauharnais, c'est vrai que sa famille a été esclavagiste, mais la génération d'après, avec son neveu Bicêtre s'est battu pour la libération. Ce qui veut dire qu'on a quand même la même famille, avec une génération de différence, a pris conscience des problématiques et du grave problème de l'esclavage. Donc Bicêtre, qui était pour longtemps le neveu de Joséphine, s'est battu pour l'abolition. Ça montre aussi qu'en Martinique, des mêmes familles martiniquaises étaient peut-être dans une optique, on va dire, esclavagiste à une époque, ont compris, se sont renseignés, ont compris les problèmes, ont compris ce qu'ils faisaient réellement, et les générations d'après ne sont plus du tout dans cette optique. Et comment se passe pour vous une journée du 22 mai? Une journée du 22 mai, on espère à chaque fois de pouvoir être invité, comme tous les Martiniquais,
pour commémorer cette date. Mais c'est vrai qu'actuellement, les politiques ont un petit peu de mal à essayer de faire quelque chose de commun et de considérer qu'on est vraiment tous martiniquais. Et pourquoi attendez-vous d'être invité? On m'a appris de ne pas aller chez quelqu'un si je ne suis pas invité. C'est pas pareil, c'est autre chose. Ah, mais vous savez que on ne peut pas se permettre d'aller à un endroit si on pense qu'on n'est pas, qu'on sera pas bienvenu. En attendant d'être invité, donc ce jour-là, par exemple, puisque on sait que vous aimez le bateau, vous aimez également l'aviation, vous partez en bateau ce jour-là? Ah non, ce jour-là, c'est un jour férié, c'est un jour de mémoire, un jour de commémoration. Non, il n'y a pas d'histoire de bateau, il n'y a pas, non. Très bien. Il est 18h55, Guillaume de Rhinal. Nous allons marquer dans votre émission une nouvelle pause musicale et vous avez choisi la Perfecta, la divinité. Là encore, pourquoi ce choix? Ah, ça c'est par rapport au souvenir de mes parents qui dansaient beaucoup et qui ont permis avec ce type de musique, pareil, de montrer que la musique permet de rapprocher tout le monde, quelles que soient les conditions sociales, quelles que soient les origines. Quand on se sent martiniquais, c'est une musique qui prend au tripes et qui fait danser. La divinité, vous croyez en Dieu? Oui, bien sûr. Pratiquant? Oui. On écoute. Parce que yo content, moi quand m'était comme à payer la divinité, pour y accorder moi compter droit pour toute la journée. C'est le bagaille qui fait moi plaisir, c'est le moins en bon petit chéri. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bon celle moi le mourir. C'est le bagaille qui fait moi plaisir, c'est le moins en bon petit chéri. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bon celle moi le mourir. C'est les moins en bord qui chérit. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bord celle moi le mourir. C'est le bagaille qui fait moins plaisir, c'est les moins en bord qui chérit. C'est où celle qui tout refuse moi, c'est en bord celle moi le mourir.
écoutez la première, il est 19h. Les infos, Adrien Bossard, bonsoir. Bonsoir. Il faut avoir une bonne raison, autrement dit cocher l'un des 11 motifs impériaux recensés par le gouvernement pour partir de France, direction un pays hors de l'Union européenne et inversement pour entrer en France en provenance d'un pays extérieur à l'UE. Les contrôles, ça y est, sont mis en place dans les aéroports français. Une vérification en double rideau avec tout d'abord des contrôles effectués par les compagnies aériennes, puis les contrôles de la police aux frontières. Pour les déplacements à l'intérieur de l'Union européenne, ces tests PCR négatif obligatoire. Des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement vendredi pour lutter contre la propagation du Covid. À la place, pour l'instant, d'un nouveau confinement, le couvre-feu à 18h reste en vigueur et le gouvernement va veiller au grain pour qu'il soit respecté. En déplacement dans un péage de région parisienne sur l'A13, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tient à faire passer un message. Les Français doivent savoir qu'après 18h, ils ont beaucoup de chances d'être verbalisés, dit-il. Comprenez, les contrôles vont s'intensifier dans les prochains jours. C'est déjà le cas depuis samedi. Depuis la mise en place du couvre-feu à 18h en France, 60 000 personnes se sont vues verbalisées sur 600 000 contrôles, 1 sur 10 grosso modo. Gérald Darmanin, lui, sera l'invité du grand entretien de France Inter à 8h20 ce lundi. Est-ce le signe que les retards seront moins importants que prévu? En tout cas, le laboratoire AstraZeneca va livrer plus de doses à l'Union européenne qu'initialement précommandées, 30% de plus. Et les premières arriveront avec une semaine d'avance sur le calendrier. Après des jours de conflit liés au retard de livraison annoncé par AstraZeneca, la pression européenne semble avoir débloqué la situation, Lax Milota. L'exécutif européen est allé jusqu'à exiger la publication de certaines parties du contrat signé entre le laboratoire AstraZeneca et l'Union européenne. Pour la présidente de la Commission, le contrat est clair comme de l'eau de roche. Les obligations de livraison du laboratoire sont contraignantes. Ursula von der Leyen n'a eu de cesse de rappeler à l'entreprise qu'elle devait honorer les termes de l'accord. AstraZeneca a expliqué ce retard et la diminution des doses par des problèmes sur le site de production belge. Mais pour l'UE, les sites situés en Grande-Bretagne doivent être utilisés pour pouvoir respecter les livraisons prévues. Dans son tweet, publié hier soir, la présidente de la Commission européenne indique qu'AstraZeneca va étendre ses capacités de production en Europe sans donner plus de précision. Il y aura en tout cas 9 millions de doses de vaccins en plus pour l'Union, livrées avec une semaine d'avance. Bruxelles, Lax Milota, France Inter. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, maintient par ailleurs son objectif de faire vacciner 7 adultes sur 10 dans l'Union européenne d'ici la fin de l'été. Et cela malgré les retards de livraison qui s'allongent pour les 3 vaccins autorisés sur le marché jusqu'ici en Europe. En Russie, les week-ends se suivent et se ressemblent. Près de 5000 manifestants interpellés ce dimanche pour avoir défilé dans plusieurs villes du pays et demander la libération de l'opposant Alexei Navalny. Et comme le week-end dernier, nouvelle passe d'armes entre les États-Unis et la Russie. Washington condamne les tactiques brutales, dit-elle, de Moscou contre les manifestants. Réponse dans la foulée du Kremlin qui dénonce l'ingérence grossière des États-Unis dans ses affaires intérieures. L'Union européenne, de son côté, déplore, dit-elle, les interpellations massives. 14 personnes dormiront ce soir en garde à vue pour la 2e nuit d'affilée à Marseille, au lendemain des incidents au centre de l'entraînement de l'OM commis par des supporters. Leur garde à vue est prolongée alors qu'elle est levée pour 4 autres supporters. Là, il n'est question que de ballon rond, de football. Victoire de Monaco à Nantes 2-1 en clôture de la 22e journée de Ligue 1 il y a un peu plus d'une heure. Lille s'empare de la tête du classement après son succès contre Dijon 1-0 et la défaite du PSG à Lorient 3-2. Le sud-ouest toujours en vigilance orange, crue et inondation comme une grande partie du nord et de l'est de la France. 25 départements au total sont concernés par ces 2 vigilances. L'Isère, pour sa part, est placée en orange pour les risques d'avalanche. 19h04, retour de l'info, 20h. Allez, debout mon cœur. Non, papa, je suis crevée. Hier soir, j'ai encore regardé cette série, celle que j'ai pas le droit de voir. Il y a un enfant qui se fait couper la tête. On voyait tout. C'était horrible. Mais j'ai quand même tout regardé. Et ce soir, je continue. Mais tout ça, en vrai, je le dirai jamais. J'ai que 9 ans. Ceux qui le regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr. 18h, 21h, Libre Cours avec Thierry Melson.
19h05, très bonne soirée à vous sur la première. Ce soir, c'est Guillaume Dorinal, le président de l'association Construire notre Vivre Ensemble, qui est l'invité de Libreco. Alors, Guillaume Dorinal, vous êtes passé par la case politique également. Hein. En 2014, vous êtes élu conseiller municipal du François. Comment fait pour vous cette expérience ? C'était une expérience très enrichissante qui m'a permis vraiment, en faisant les porte-à-porte, en allant voir vraiment tous les franciscains et toutes les franciscaines, ça m'a permis de voir que l'image qu'on donne, je vais pas dire médiatiquement, parce que c'est pas de la faute des médias, l'image qu'on montre des béquets n'est pas totalement réelle. Tous les franciscains et les franciscaines, quand je passais les voir, mais ils étaient contents. Ils étaient contents d'avoir la visite, de voir que quelqu'un s'était impliqué en politique. Voilà. Donc, c'était enrichissante à ce niveau-là, au point de vue humain. Et point de vue, il y a eu aussi, c'était pas non plus, ça m'a permis de voir un petit peu les limites que la politique pouvait avoir pour aider les autres. Et moi, ma volonté, c'était toujours de pouvoir apporter quelque chose. Pour ça que je travaille beaucoup en bénévolat dans l'insertion, parce que il faut apporter des choses à la Martinique. Et pour ça, la politique est limitée, parce qu'on a tendance toujours à se mettre... on n'a jamais la majorité, du moins l'unanimité. Donc il y a toujours une partie de la population qui pense que vous le faites uniquement à des fins électorales. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la politique, pour m'impliquer uniquement dans l'associatif. Ce qui veut dire que quand je fais quelque chose, il n'y a pas de raison. On ne peut pas dire que c'est pour telle et telle raison que je le fais. Je le fais juste parce que j'aime le pays, j'aime la Martinique. Et qu'est-ce que cela vous a appris sur la politique elle-même, sur l'humain surtout, et sur vous ? Sur l'humain. L'humain, je vais dire que l'humain, c'est le problème de l'humanité. Malheureusement, l'homme est un homme, et c'est lui qui fait faillir, on va dire, tous les systèmes. Certains politiciens ou politiciennes sont vraiment motivés pour la chose publique. D'autres le sont moins. Voilà, donc il n'y a pas de nom, il n'y a pas de critique sur telle et telle personne. C'est quelque chose que je n'aime pas, attaquer un individu. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui pour moi posent problème, et mes valeurs m'ont fait me mettre en retrait, ou d'être toujours, on va dire, dans l'opposition, parce que je suis quelqu'un qui ne va pas tout accepter des choses juste pour un poste, accepter des choses pour qu'une idée passe. Non. Mon idée, je la dis, je la parle, les mots sont entendus. Si quelqu'un d'autre veut l'utiliser, c'est très bien, parce que c'est pas l'idée. C'est pas Guillaume Dorinal qui veut mettre en place cette idée. Je veux que les mots bougent et que les idées se développent. C'est tout. Donc je ne suis pas. Et c'est pour ça que la politique, pour moi, c'est très difficile. Et qu'est-ce qu'elle vous a appris, la politique, sur vous-même ? Elle m'a appris que j'ai un tempérament peut-être un peu trop sanguin, qu'il a fallu que j'arrive à réfléchir un peu plus souvent avant de parler. C'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu dans la réplique systématique. Ça m'a permis de voir un petit peu les erreurs de communication que je faisais, les erreurs d'appréciation de l'autre. Et je vous dis, ça m'a permis de distinguer, on va dire, l'homme du politicien. Je peux avoir maintenant des politiciens avec qui on a des idées totalement opposées, mais que je peux rencontrer, aller chez eux, boire un verre, manger, discuter. C'est le cas ? Oui, c'est le cas. Oui. Je ne veux pas vous demander qui. Je ne vous répondrai pas de toute façon. Donc rassurez-vous. Alors, grâce à la politique, on peut changer certaines choses dans le quotidien des gens, des administrés, vous l'avez dit, ça on le sait. Mais à part cela, qu'est-ce qu'il y a dans la politique qui fait que certains parfois s'y accrochent bec et ongle ? Comment vous comprenez ça ? Je pense que la politique, à un certain niveau, c'est pas une histoire de revenus, c'est pas une histoire de rentabilité pour la personne, c'est une histoire de pouvoir. Je vous dis, c'est l'homme le problème, et à un certain niveau, les politiciens cherchent simplement à avoir une cour autour d'eux, à avoir du pouvoir, et sont prêts malheureusement à faire beaucoup de choses qui sont, on va dire, en dehors de leur vraie morale, parce que je pense qu'au fond d'eux, ils ne pensent pas ça,
Mais certains font des choses qui sont en dehors de la morale uniquement pour exister. C'est plutôt le pouvoir. C'est le pouvoir. Voilà. C'est un peu rare, ça, hein, le mot que vous n'aimez pas, de voir un béquet engagé en politique en Martinique. Oh, il y en a eu beaucoup avant. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, non, c'est sûr, parce que comment vous voulez qu'on en voit beaucoup, sachant que c'est 1 ou 2% de la population. Donc automatiquement, vous allez voir maximum 1 ou 2% de béquets en politique. C'est uniquement un pourcentage de la population qui est très minime. Donc automatiquement, vous verrez le même pourcentage. Donc je suis sûr que si on regarde le nombre de béquets qu'il y a, il y en a à Casse-Pilote, il y en avait au François, il y en a un petit peu partout. Il y en a quelques-uns. Quand vous additionnez leur nombre et vous regardez la totalité des politiques, je pense qu'on va peut-être pas 1%, peut-être un peu moins, mais on est dans des marges qui sont un peu du même style. Avec le recul, votre engagement sur cette liste, sur la liste sur laquelle vous étiez, a plutôt servi ou desservi? Je pense qu'elle a servi. Elle a servi parce que c'est vrai que je suis aussi une cheville ouvrière et je suis quelqu'un je me bats beaucoup pour mes idées. Et quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je le fais à fond, comme beaucoup. Je suis pas le seul. Mais moi, j'ai une limite simplement, voilà. Mais par contre, c'est vrai que le travail qu'a fait Karine Mousseau, je vois ce qu'elle fait au CMT. Je peux pas dire que c'est du mauvais travail. Donc voilà. Et quel est votre regard sur la place des femmes justement en politique en Martinique? Ça avance selon vous? Oui, ça avance. Ça avance parce que regardez, j'écoutais l'émission de Jean-Marc Parenti ce midi. Vous aviez 3 femmes. Face à la première, tout à fait. Face à la première, donc il n'y avait pas d'hommes. Donc ça avance selon vous, mais il faudrait que les choses aillent plus vite encore? Non, les choses doivent prendre leur temps. On va dire les premières femmes réellement en politique qui sont arrivées, c'est si on voit un petit peu au niveau national. C'est Mitterrand qui avait mis 3 femmes ministres. Et à partir de ça, petit à petit, ça arrive. Même une femme première ministre? Oui, je pense qu'il ne faut pas forcer les choses, parce qu'en forçant les choses, on peut peut-être dénigrer la raison pour laquelle la femme est en poste. Il ne faut pas se dire, elle est là parce que c'est une femme. Si elle est là, c'est qu'elle a les capacités de l'être. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcer les choses, il faut laisser les femmes arriver et montrer leurs compétences. Guillaume Dorinal, et c'était à refaire, peut-être même à un autre niveau, hein, vous referiez de la politique à un autre niveau? Oh, je ne peux pas prédire l'avenir, mais pourquoi pas? Si c'est quelque chose qui reste dans mes valeurs, mais comme je vous ai dit, ça serait sûrement pour tomber contre un mur, parce que je ne vais jamais déroger à mes valeurs. Très bien. Bien avant la politique, il y a eu le parcours universitaire. Hein. Vous avez poursuivi vos études à l'université de Berkeley, en Californie. On salue Cédric Berkeley. L'université de Berkeley, en Californie. Alors, pourquoi la Californie? Pour une raison toute simple, c'est que ma première année, j'ai décidé après le bac de faire une année de faire des écoles de commerce à Paris. Je suis arrivé à Paris. HEC? Non, une école, on va dire standard, on va dire basique. Ouais. J'ai fait une école, j'ai fait 1 an, j'ai fait une demi-année de la 2e année. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en France, à travailler sur une économie avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne? Non. Moi, mon centre, on va dire, le centre de mon monde, c'est la Martinique. Donc, je suis revenu à l'EIM, donc le EGC Martinique. Donc, je suis rentré à l'EIM, j'ai passé mon diplôme de l'EIM. Et ensuite, je suis parti à Berkeley pour une raison toute simple, c'est que le centre de la Martinique, c'est la Grande Caraïbe. La Martinique est sur la Grande Caraïbe, excusez-moi. Et donc, nos partenaires privilégiés auraient été les États-Unis et l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Donc, j'ai été faire des études à Berkeley, qui est une université publique encore, parce qu'elle est parmi les mieux cotées, mais elle est publique. Donc, c'est aussi un avantage financier de pouvoir aller dans une université publique que privée. Et c'est une université qui a toujours été un petit peu à l'avant-garde des changements, des idées nouvelles, un grand brassage culturel. Et c'est quelque chose que je voulais continuer, et je voulais continuer en fait à voir d'autres cultures, à voir un petit peu comment les autres agissent, interagissent, de pouvoir vraiment comprendre tous les autres. Et c'est pour ça que j'ai été à Berkeley. Très bien. Et comment ça s'est passé, votre installation en Californie? Il faisait un petit peu frais la première année, le premier mois, parce que je suis arrivé au mois d'octobre.
Et c'est vrai que Berkeley, c'est à côté de San Francisco. Donc c'est vrai que il y avait un célèbre écrivain qui a dit que l'hiver le plus terrible qu'il a subi, c'est un été à San Francisco. C'est vrai qu'il fait frais et un peu de vent. Voilà. Et que retiendrez-vous surtout de ce pays, les États-Unis? C'était quelque chose, on va dire, de démesuré. Pour moi, en fait, en sortant de Martinique et arrivé là-bas. Mais c'est quelque chose qui a vraiment apporté énormément. Et j'ai vu simplement que les États-Unis, il n'y a pas un États-Unis, entre guillemets. Il y a des États-Unis. Et il y a une mixité tellement importante là. Ils ont réussi à mettre en place, on va dire, des choses qu'on ne voit pas en France, qu'on ne voit pas en Martinique. On a des Afro-Américains, des Latino-Américains. En Martinique, on va jamais dire, ou en France, on va pas dire un Afro-français. Voilà. Et donc, ils ont réussi à garder leur culture tout en intégrant vraiment la culture américaine. Parce que c'est quand même un pays très récent, les États-Unis, et qui a été créé, on va dire, par tout le monde. Par tout le monde. Et c'est un petit peu ce qu'on souhaite mettre en place en Martinique. C'est vraiment l'identité martiniquaise qui est mise en place par les brassages, par toutes les personnes qui sont arrivées d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement enchanté? Qu'est-ce qui vous a particulièrement déçu aux États-Unis? Bon, ce qui m'a enchanté, c'est, comme je vous dis, c'est une convivialité, c'est une fraternité, parce que c'est vrai que l'avantage de Berkeley, c'est que c'est une ville universitaire. Il y a moins de 10% de la population de Berkeley qui n'est pas étudiant. Quand vous avez les matchs de football américain universitaire, vous avez 100 000 personnes dans un match universitaire. Et quand on voit ces démesures, la ville est morte, on va dire, lors d'événements sportifs universitaires. Ce qu'on n'arrive pas à faire en France ou en Martinique à des niveaux, on va dire, non universitaires. Ouais. Donc c'est quelque chose, c'est une démesure et c'est quelque chose qui permet d'apprendre. À côté de ça, il y a eu quand même une certaine appréhension, on va dire, je ne vais pas dire de la violence, mais il y avait des quartiers difficiles parce que Berkeley, c'est à côté d'Oakland. Oakland qui a été, quelques mois avant mon arrivée, il y avait des grosses émeutes à Los Angeles et à Oakland, donc près de San Francisco. Mais c'est vrai que ce sont des quartiers problématiques parce qu'en fait, il y a une misère forte et ce sont des choses qu'il faut... que j'espère qui ont changé entre-temps. C'est vrai que ce n'est pas un pays où je suis revenu... J'y ai été souvent, mais de passage rapide, donc on ne peut pas vraiment voir un petit peu la progression de ce pays, qui est un pays tout jeune. À propos des États-Unis, toujours, comment avez-vous vécu, surtout comment avez-vous accueilli l'élection de Joe Biden et le départ de Donald Trump? Sincèrement, cela ne me fait ni chaud ni froid. Ce qui se passe dans les autres pays... regarde, on va dire, ceux du pays. C'est-à-dire que j'aimerais pas qu'un pays, on va dire, étranger, se mêle de ma politique. Mais vous vous intéressez quand même à... je m'intéresse. Non, je m'intéresse tout à fait. Mais ce que je trouve anormal, c'est qu'un pays étranger se mêle d'une politique intérieure d'un pays. Parce que pour moi, sincèrement, un président qui est aimé par l'ensemble des autres pays du monde, ça veut dire qu'il fait beaucoup pour les autres pays du monde et peut-être pas assez pour son propre pays. Et moi, je suis foncièrement attaché à ma Martinique et je préfère avoir un président, on va dire, haï et que la Martinique se développe plutôt qu'un président adulé par l'ensemble du monde et que la Martinique régresse. Très bien. Parlons de Donald Trump. 2 mots sur lui, justement. Était-ce Donald Trump le problème ou bien ceux qui, finalement, sont plus nombreux qu'on ne le pensait à correspondre à ce qu'est Donald Trump? Moi, je pense que est-ce que le problème c'était Donald Trump ou est-ce que le problème c'est sa communication? Parce que si on regarde les chiffres, simplement, il y a eu autant de violences policières au temps d'Obama qu'au temps de Donald Trump. Donc on peut pas même dire que c'est lié en fait au président. Je pense que c'est plutôt lié, on va dire, à l'administration. L'administration qui est là depuis longtemps et qui gère, on sait que dans tous les pays, malheureusement, c'est plus l'administration qui gère que le politique. Vous pouvez changer, on va dire, la tête d'un État, les administratifs sont là, c'est eux qui ont la main sur la plupart des choses, surtout qu'on voit que aux États-Unis, la police, par exemple, elle est
elle est pas en comté, c'est-à-dire que le président des États-Unis n'a aucun pouvoir sur la police locale. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas. On pense que le président a pouvoir sur la police parce qu'on pense qu'on est comme en France. Alors c'est pas le cas. Alors c'est pas du tout le cas. Très bien. Guillaume Dorinal, nous allons marquer à 19h20 une autre pause musicale. Vous avez choisi Mario Canonge avec Pays moins jodi. Là encore, pourquoi ce choix? Parce que vous savez que quand la Martinique est au fond de votre cœur, elle restera toujours là et elle est prioritaire. Une personne dit que c'est votre pays? C'est mon pays. On écoute. Voilà. Femme Martinique doux, yo belle, yo jolie, yo tout chaud, yo tout agaçant. Femme Martinique doux, yo belle, yo jolie, yo tout chaud, yo tout agaçant. Sans cadet du ça, sans cadet du ça. Martinique, c'est le plus bel pays. Sans cadet du ça, sans cadet du ça. Martinique, c'est le plus bel pays. La première. Yo dis moins fort parti sur les connaître la vie. Pays a trop petit ici, pas qu'à épanoui. Alors, moi écoutez ça yo dit. Moi quitter pays moins longtemps, tellement longtemps, bon Dieu. Que moi déjà oublié. Qui richesse nous tenir dans tout petit jardin nous rend. Y'a là, pays a pas bien grand, mais c'est lui qui toute façon, c'est lui qui l'espoir nous toujours. Je dis moins qu'à crier. Malgré moi j'ai voyagé. Préféré, c'est pays moins, c'est la gagne, c'est la moins parce que pays a toujours un tien moins. Le pays vérité c'est lui moins mais toujours plus fort. C'est la moins. Pays a toujours un témoin. Pays vérité du roi. C'est lui moyen mais toujours plus fort. C'est la moins. L'espoir toujours, je dis moins qu'à crier. Malgré moi j'ai voyagé, visité tout pays. C'est moi préféré, c'est le pays moi, c'est la gagne, c'est la moins.
dans j'aime moi. Moi bégé de moi. Longtemps encore. C'est lui moi mais toujours plus fort. C'est la moi qui il y a toujours dans j'aime moi. Big Du lundi au vendredi en télé sur Martinique la Première, c'est Trésoreski. Fruits et légumes pays, recettes simples à réaliser, astuces de chef martiniquais. Trésoreski, votre nouveau rendez-vous culinaire du lundi au vendredi à 13h40 et 20h en télé sur Martinique la Première. Drive Back. Discussion et réflexion. Je réfléchis en même temps que vous, hein. Faut pas voir, hein. On pose de multiples questions pour comprendre. Entre confidence et lâcher prise. Est-ce que Léoka respecte un certain nombre de règles? C'est une question que vous ça va mettre au picouillon qui ça? Drive Back. Et vos soirées ne seront plus comme avant. Ah oui. Ah bon? Drive Back. À tous ceux qui souhaitent s'exprimer, par exemple, sur l'amour, la santé, l'environnement. Drive Back. Du lundi au jeudi, 20h, 22h, avec Claudine sur la Première. La Première. 18h, 21h, libre cours. 19h27, toujours à l'écoute de Martinique, la Première radio. Vous êtes dans Libre Cours. Et ce soir, nous accueillons Guillaume Dorinal, le président de l'association Construire notre Vivre Ensemble. Vous êtes père de famille, vous avez 4 enfants, 22 ans, 20 ans, 17 ans et 8 mois. Qu'est-ce qui vous inquiète tout particulièrement pour eux, pour l'avenir? Alors, ce qui m'inquiète, c'est vraiment le sentiment d'appartenance, on va dire, à la Martinique. C'est quelque chose qui est vraiment au fond de mes tripes et je veux inculquer à mes enfants en fait, cet amour de la Martinique. Et je veux leur montrer que la Martinique vaut tout l'or du monde et vaut tout l'amour qu'on peut leur mettre en face. C'est pour ça vraiment que ce vivre ensemble, cette construction du vivre ensemble, je dirais pas que c'est presque de l'égoïsme que je souhaite, mais je le fais pour le futur de mes enfants, pour le futur des enfants martiniquais, pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre ici, aimer rester ici et être heureux d'être martiniquais. Mmh. En tant que parent, que pensez-vous de ce que les jeunes vivent en ce moment, en ces temps de Covid, où tout est bouleversé? Je vais dire que c'est compliqué. Ce sont des crises qui arrivent. Chaque année, il y a une crise différente. Ça, c'est la crise du Covid. C'est une grosse crise. Surtout, c'est une crise qui n'est pas prévue. Mais c'est quelque chose qui permet peut-être... il faut toujours tirer les bénéfices de tout. Donc, je pense que ça peut permettre de forger des caractères, de trouver une solution pour partager des valeurs, partager des sentiments, partager des moments dans le proche cercle familial. C'est une valeur fondamentale de la Martinique, la famille. Durant quelques années, peut-être qu'elle a été pas dissoute, mais elle s'est un peu perdue. Et j'espère que cette crise du Covid permettra, on va dire, de ressouder l'ensemble des familles martiniquaises qui sont restées peut-être plus longtemps que d'habitude ensemble, sans sortir. Ressouder les liens. Ressouder les liens. Et recréer vraiment le lien familial qui était en Martinique vraiment une valeur fondamentale. Et qu'est-ce qu'être jeune, surtout étudiant dans un tel contexte? Qu'est-ce qu'être jeune? Moi, je pense que j'ai 48 ans, je suis jeune. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'être jeune. J'espère que je serai toujours jeune. Non, je rigole. Oui. Non, ce qui est être jeune maintenant, je ne sais pas. Je pense qu'il faut le poser à un jeune parce que si moi, je dis à un jeune, voilà ce qu'est un jeune, il va me dire simplement, tu ne connais pas, tu n'es pas à l'intérieur. Donc, je pense que c'est comme partout.
c'est très compliqué de juger ou de donner une définition de quelque chose où on est loin maintenant, on est écarté. Je pense que c'est une demande qu'on doit faire en fait aux jeunes même. Comment se sentent-ils ? Qu'est-ce que pour eux être jeune ? Parce que pour nous, on va avoir une définition qui pour eux n'est peut-être pas du tout la même. Vos enfants, vous avez 2 enfants de 22 ans et 20 ans, ils sont étudiants. C'est difficile pour eux d'étudier dans un tel contexte de crise pendant cette pandémie en ce moment, ils vous le disent ? Non, c'est difficile pour tous les enfants. C'est difficile pour tous les enfants, mais ce sont des enfants en fait qui ont comme beaucoup maintenant, qui ont été élevés, forgés, on va dire, avec la nouvelle technologie. Et je pense que ces prises de cours à distance, que ça soit à l'université ou en école de commerce ou même au lycée, je pense que c'est un chemin sur lequel petit à petit on va arriver. Ça permettrait en fait de mutualiser. Vous pouvez avoir par exemple un enseignant universitaire qui va faire un cours sur 5 campus ou 6 campus en même temps parce qu'il le fait en visio. Donc je pense que c'est quelque chose qui va arriver petit à petit. Et la crise de la Covid, je pense que c'est une solution, c'est un fait déclencheur, on va dire, d'accélération de ce changement. Et comment gérez-vous justement le problème Internet avec vos enfants, vos ados ? Ah, mais ils sont plus ados. Je vous dis, c'est l'avantage que j'ai, c'est que j'ai 22 ans, une fille de 17 ans, 20 ans et 22 ans, ils sont plus ados, donc ils sont autonomes, ils font ce qu'ils veulent. Et l'autre qui a 8 mois, il n'est pas encore dessus. Donc pour l'instant, j'ai une grande chance, j'ai un gros temps mort au milieu pour espérer m'adapter. D'accord. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans l'éducation de vos enfants ? Le plus difficile, je pense que c'est inculquer des valeurs aux enfants et de voir qu'à certains moments, on a beau faire le maximum pour faire entrer les valeurs en se disant qu'on a fait le maximum et de voir qu'il peut y avoir 1 ou 2 dérapages, mais qui sont pas liés du tout à ce qu'on a pu apporter nous. Ils sont liés simplement à l'environnement. Et je pense qu'il faut pas... Il y a beaucoup de parents qui ont peut-être l'appréhension et la peur de dire mon enfant a tel et tel problème, c'est à cause de l'éducation que je lui ai donnée. Non, je pense que les parents font une bonne éducation. Il n'y a pas de manuel pour être parent. Mais c'est la conjoncture, c'est l'encadrement externe, c'est beaucoup de choses qui sont là. Et je pense qu'aussi au niveau de l'éducation nationale, c'est quelque chose pour moi c'est un nom qui me perturbe parce que l'école n'est pas là pour éduquer les enfants. Donc le fait de dire éducation nationale, c'est on souhaite dire à la population que l'État éduque nos enfants. Non, ils sont là pour apprendre. L'éducation est faite par les parents ou par la famille proche. Et qu'est-ce qui vous rassure pour eux ? Je me dis que demain peut être toujours meilleur qu'aujourd'hui. Tout simplement. Tout simplement. 19h32, on va poursuivre cette émission avec une nouvelle pause musicale. Là, vous avez choisi Philippe Laville, Fort-de-France. Pourquoi ce choix ? C'est un choix très simple. C'est aussi pour expliquer, pour montrer que on peut être béquet et aimer la Martinique. C'est vous qui employez le mot, hein ? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, je veux dire, on peut être blanc et aimer la Martinique et chanter son amour pour la Martinique. Voilà. Voilà, 19h33. Sans parler des orchidées, du rhum blanc et du café, et des amis que j'ai laissés. Moi, le paradis que je préfère, mon abri et mon univers, qui a vu vivre mon enfance. C'est une île au milieu de la mer, dont je connais tous les mystères. Je reviendrai à Fort-de-France. Sans parler des oiseaux verts qu'on dirait nés de la mer, du sable blanc et des rivières. J'aimerais partir à l'aventure pour soigner un peu mes blessures et mettre
tous les mystères, moi je reviendrai à Basse-Terre. De la terre pour un palmier en bord de mer dans le pays de mon enfance. C'est une île au milieu de la mer dont je connais tous les mystères. Je reviendrai à Fort-de-France. À Capesterre. Saint-François. – 19h36, encore une fois, bon dimanche à vous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous dominical qui reçoit aujourd'hui Guillaume Derinal, président de l'association Construire notre vivre ensemble. Vous êtes un homme plutôt créatif, le management et la gestion sont votre affaire. Dites-moi, quel exemple de grand projet avez-vous déjà mené d'un bout à l'autre avec succès et dont vous avez gardé aujourd'hui le souvenir le plus cher? Racontez-nous. Il y en a ? Oui, il y en a plusieurs. Mais un projet phare, on va dire, qui m'a pris du temps et qui est jusqu'à maintenant en fait devenu une référence. C'est la mise en place du Mercury Beach en Martinique. Donc à l'époque, je distribuais les moteurs Mercury et j'ai mis en place ce Mercury Beach qui a été très compliqué à mettre en place, mais je suis quand même très fier du résultat que ça a eu. Et de la suite prise, qui est maintenant, on va dire, un événement, on va dire, je dirais presque international, c'est un événement que j'ai mis en fait autour de la musique, parce que pour moi, la musique, c'est quelque chose qui rapproche tout le monde, qui rapproche toutes les conditions sociales, qui rapproche toutes les origines, qui rapproche tous les âges. Et c'était vraiment très important de remercier à l'époque, on va dire, les clients. Donc c'était un événement qui était gratuit, qui était vraiment en remerciement, qui s'est développé comme exponentiellement et qui est devenu vraiment un événement majeur de Martinique. Et je suis très fier d'avoir créé cet événement. Donc un événement qui s'était déplacé à un moment donné, qui ne se faisait plus en Martinique. Oui. Qui s'est déplacé à Sainte-Lucie, il me semble. Voilà. Disons que moi, j'ai cédé la carte Mercury après 2 ans de Mercury Beach. C'est-à-dire que moi, je me suis occupé de la mise en place du premier et du deuxième Mercury Beach. Donc, j'ai créé l'événement. Et ensuite, j'ai cédé la carte Mercury à Gilles Vonajou qui a pris à bras le corps et qui a continué d'amplifier le phénomène. Pour des raisons qui ne me regardent pas, je ne les connais pas. Il a pris la décision d'aller à Sainte-Lucie, de revenir. Donc, ce sont des décisions, on va dire, de chef d'entreprise où chacun prend ses propres décisions dans ses intérêts. Mm-hmm. Y a-t-il aussi un exemple d'échec qui vous touche encore quand vous y pensez, franchement? Oui, il y a des échecs aussi. On a toujours plus d'échecs que de réussites. Les échecs, c'est vraiment des activités en fait commerciales, un magasin que j'avais de sport. Qui n'a pas tenu, on va dire, les événements de 2009, qui n'a pas tenu le décès de mon père, qui n'a pas tenu la grosse concurrence des décathlons Go Sport, Intersport. Voilà, donc on était trop petits par rapport aux grands et on était trop grands pour les petits, donc c'était très compliqué. Mmh. Vous aviez un projet de radio commerciale et généraliste en Martinique et qui faisait déjà son chemin. Des choses précises se mettaient en place, il me semble, hein, et puis ça a été stoppé. Dites-moi, stoppé, c'est le vrai mot ou c'est fini? Non, c'est pas. C'était un projet que je soutenais. C'était un projet d'un Carbétien qui est revenu ici pour mettre en place ce concept. Donc j'aidais parce que moi, comme je vous ai dit,
tous les projets qui peuvent aider au développement du pays, je mets mon cœur et ma passion à aider. Donc c'est Georges Toz en fait qui était en France et qui est en Martinique, qui est un Carbétien d'origine, qui avait cette volonté, qui a toujours cette volonté et il sait qu'il peut compter sur moi, mais je ne suis qu'une petite fourmi, on va dire, qu'une aide. Comme je peux l'être pour beaucoup d'autres personnes. Voilà. Mais ce projet ne voit pas le jour. Quelle en est la cause? Les finances, la Covid, les deux? Je vous dis que sincèrement, je pense que la Covid a beaucoup joué là-dedans. Parce que Georges avait l'intention de lancer les chaînes en début de confinement, on va dire. Donc c'était le mauvais moment. Ouais. Donc après, il faut jamais être pressé pour lancer quelque chose. Il faut prendre le temps. S'il doit avoir 6 mois, 1 an de retard, vaut mieux faire quelque chose de bien plutôt que faire quelque chose à la va-vite et le faire n'importe comment. Voilà. Au fait, y a-t-il de la place pour une 3e radio généraliste en Martinique? Oh, tout à fait. Tout à fait. C'est en dehors de ce projet-là, c'est vrai que au fond de moi, je me dis mais pourquoi les radios martiniquaises ne parlent pas plus, on va dire, de culture propre locale? Il n'y a pas d'émissions beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'on utilise en fait des radios martiniquaises pour faire la promotion, on va dire, d'artistes internationaux? Il faut les écouter. Mais malheureusement, les jeunes qui écoutent la radio maintenant, tous ces morceaux-là, ils écoutent en streaming déjà. Ils les écoutent différemment. On a au contraire une population de quarantenaires ou au-dessus qui aiment des anciens morceaux, qui veulent écouter ça. Et ceux-là, ce sont pas toujours des personnes qui ont accès ou qui vont faire du streaming ou font de l'internet. Et ça, ils ont envie d'écouter ça sur les radios en Martinique. Et je pense que il faut réussir. C'est peut-être moins commercial, mais c'est un public, on va dire, qui aime et qui passe du temps à la radio. Si vous regardez votre cible, je pense que vous avez quand même beaucoup de personnes âgées, entre guillemets, de plus de 40 ans, qui vont écouter la radio plutôt que de moins de 40 ans. Et ces personnes-là, ils ont envie d'écouter ce qui leur fait rappeler les bons souvenirs de leur jeunesse. Et qu'en est-il du projet télé? Oh, je vous dis, c'est le même projet. Donc, je ne suis pas intervenant à l'intérieur, je suis juste on va dire un conseiller, donc je préfère laisser Georges Toz en parler s'il le souhaite. Très bien. Voilà, 19h42, on approche timidement de la fin de cette émission. On va écouter encore 2 titres. Donc, Bob Marley, One Love. Vous écoutez du Bob Marley? Ah, tout à fait. Alors, depuis la jeunesse, on va dire, on écoutait quasiment que ça. Et One Love, c'est pour l'amour. C'est encore pareil, c'est montrer que seul l'amour peut nous rapprocher. Et l'amour et la musique ne font qu'un. Et avec Bob Marley, on va dire, ça permet de recentrer l'amour, la musique et la Caraïbe. One Love. There will be no doom.
grasses grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one love? What about the let's get together and feel alright? I'm fleeing to mankind. One love. One heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Bob Marley, One Love, dernière ligne droite de notre émission Liboco avec Guillaume Dorinal, président de l'association Construire notre vivre ensemble. Deux mots sur le monde tel qu'il tourne, hein, et notre Martinique. D'un bout à l'autre de la planète, on assiste à plusieurs combats pour l'environnement. La prise de conscience se fait de plus en plus entendue ici ou là. Mais est-ce qu'on ne se réveille pas un peu tard sur ce sujet, car certains phénomènes sont déjà irréversibles, hein, par exemple dans l'Antarctique, non? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se réveiller tard que ne jamais se réveiller? Moi, je pense qu'on se réveille jamais trop tard, et heureusement qu'on se réveille, au contraire. De toute façon, on ne peut pas revenir sur le passé. On ne peut pas dire si on s'était réveillé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, qu'est-ce que ça serait devenu, parce qu'on ne peut pas faire machine arrière. Donc, on ne peut être que content qu'on se réveille maintenant. Mhm. En Martinique, la grande inquiétude, c'est là où le chlordécone. Vous pensez qu'il y a encore des chances que ce dossier n'aboutisse pas? Et sinon, qu'il peut encore y avoir une autre carte à jouer, comme par exemple la Cour européenne? Je sais pas, mais je pense qu'il faut trouver il faut que la vérité soit dite, il faut un procès de toute façon. Beaucoup de Martiniquais ont perdu des proches. Moi, j'ai perdu mon père d'un cancer de pancréas. Voilà, donc c'est quelque chose que je connais. Et je sais que le chlordécone touche tout le monde. Il fait pas de distinction de couleur de peau. Il fait pas de distinction d'origine. Le cancer, je veux dire, mon père est décédé de ça. Voilà, donc je peux même pas dire autre chose. Mmh. Voilà. Bonne route à vous. Vous êtes dans Liboco sur La Première. Guillaume Dorinal, qu'aimeriez-vous répondre à ceux qui disent que les béquets ne se marient qu'entre eux? Ah, mais je pense que c'est une idée préconçue. Déjà, moi, ma première épouse était métropolitaine. Mmh. La femme avec qui je vis depuis 3 ans et demi, avec qui j'ai un très beau petit garçon de 8 mois métis. Donc, si lui elle est métisse, ma femme, elle est noire, je suis blanc. On est tous les deux martiniquais. Voilà, donc je n'ai pas... Ce sont des a priori. Et je pense que les personnes qui sont comme moi, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas là pour mettre leur famille en avant en disant regardez, voilà mon histoire. Donc, arrêtez. Et on n'est pas là pour répondre aux gens, les personnes qui sont comme ça, en disant, qui font un raccourci en disant je connais une famille béquée, donc elles sont toutes pareilles. C'est comme quand vous voyez, je sais pas, un tueur d'un certain pays, si c'est un tueur, on peut au hasard, on va dire un tueur pakistanais ou un tueur espagnol ou un tueur italien. Est-ce que vous allez dire que tous les Italiens, tous les Pakistanais, tous les Italiens sont des tueurs? Non. Mmh. Donc il faut arrêter de faire un amalgame. Il y a des cons partout. Il y a des cons chez les béquets, il y a des cons chez les mulattes, il y a des cons chez les noirs, il y a des cons chez les Indiens. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des hommes partout, donc il y a des cons partout. Mais ils ne sont pas tous cons. Voilà. Quel est votre principal loisir? Pour l'instant, le loisir est très compliqué, donc c'est uniquement l'associatif et la famille. Donc c'est le travail de l'association, de construire notre vie ensemble. Je suis aussi beaucoup impliqué dans l'insertion, parce que l'insertion pour moi est quelque chose de primordial. Je veux pouvoir travailler, je veux pouvoir apporter la pierre pour faire sortir des jeunes et des moins jeunes d'une situation de précarité, pour leur donner un emploi, pour leur donner une vie. Parce que le fait de construire notre vivre ensemble, c'est bien si on en parle déjà tous ensemble, sur une base, on va dire, en enlevant la couleur de la peau. Mais après, c'est très difficile de faire accepter à quelqu'un qui vit dans la rue de vivre ensemble avec quelqu'un qui a un travail et une maison. Donc, il faut réussir à donner la chance aux personnes qui sont dans la rue, aux personnes qui sont en difficulté, d'évoluer,
de pouvoir en faire ce vivre ensemble aussi. Donc pour moi, le vivre ensemble n'est pas que du passé, n'est pas qu'un travail sur le passé, c'est un travail sur le présent et le futur. Et votre plat préféré? Ah, mon plat préféré, je vais pas, j'en ai beaucoup. Non, il y a pas, j'ai pas de. Au moins un. J'ai pas de plat préféré. Je suis quelqu'un qui mange très peu et simplement une bonne banane jaune, ça me suffit largement pour manger. Vous savez cuisiner? Oh que non. Vous êtes plutôt du matin ou du soir? Je suis les deux. C'est-à-dire que je vais me réveiller à 5 heures et je me couche à minuit, 1 heure du matin. Voilà. Et quel est pour vous le meilleur moment de la journée? Le meilleur moment de la journée, c'est quand j'ai mon fils dans mes bras. Ah, c'est le meilleur moment de la journée? C'est le meilleur moment de la journée. Quelle que soit l'heure? Quelle que soit l'heure. Votre genre de film? Oh, c'est pour moi un film, c'est comme de la musique. C'est comme tout, il faut qu'il m'apprenne quelque chose. Si c'est donc un film sur l'histoire, un film sur le passé, un film qui apporte quelque chose, c'est comme la musique pour moi. Une musique a des paroles, c'est quelque chose. Je ne suis pas là pour regarder juste l'esthétique du film, je suis là pour apprendre. Et j'apprends en permanence et je regarde des films qui m'apprennent quelque chose. Et en littérature, votre auteur préféré? Ah, j'en ai pas. J'ai pas d'auteur préféré. On peut pas en avoir parce que chaque fois on va lire une œuvre, ensuite cette œuvre-là va nous donner un tilt pour pouvoir regarder telle et telle expression ou telle et telle idée. On va la regarder dans un autre livre. Donc c'est plutôt en fait une thématique, c'est plutôt une idée, on va dire, qui fait et on parle d'un auteur et on arrive à un auteur qui est totalement à l'opposition, à l'opposé de cet auteur-là, uniquement parce qu'on a suivi le fil de la première thématique et on essaie de l'ouvrir au maximum. Donc c'est pour ça que je n'ai pas spécialement d'auteur préféré. Mais bon, voilà, je lis pas de polar, de romans policiers. Je lis toujours quelque chose qui m'apporte, donc des livres d'histoire, des livres sur le passé, des livres. C'est vraiment, je ne suis pas un historien, mais la littérature, les films, les relations avec les gens, je suis une éponge et je me nourris de tout ça. Voilà. Vos dernières vacances? Mes dernières vacances, ça doit dater de peut-être 2 ans au Diamant. Votre plus grande qualité? C'est très difficile pour quelqu'un de dire ses propres qualités. Moi, mes qualités, c'est peut-être que j'ai un grand cœur et je me fais peut-être avoir parce que mon cœur est trop grand. Mais je tâche d'être là pour tout le monde. Vous faites avoir en amour ou au travail? Ah non, pas en amour. En amour, c'est le cœur, on fait attention à lui quand même. Mais c'est surtout c'est vrai que les relations de travail et les relations amicales, de temps en temps, on est là pour... on veut aider. On aide sans chercher à avoir de retour. Parce que la vraie aide, c'est chercher sans chercher à recevoir derrière. Mais quand on aide et qu'on voit qu'il y a des croche-pattes, il y a des... Voilà, donc c'est... Voilà, moi je pense que c'est ça, c'est le grand cœur, peut-être un défaut aussi. Voilà, et votre plus grand défaut? C'est le grand cœur, c'est la même chose. Et c'est peut-être l'impulsivité que j'essaie de travailler parce que je suis quelqu'un de très, très impulsif. Je suis quelqu'un qui est accroché en fait à son idée de Martinique. Je suis imprégné de la Martinique et quand je vois que quelque chose ou quelqu'un agit à l'encontre du bien de la Martinique, j'ai tendance peut-être à surréagir. Quel est votre avis sur la question d'annuler ou de garder le carnaval cette année? Ah non, on ne peut pas l'annuler, il faut le guider, on va dire. On ne peut pas non plus se permettre de faire des vidéos en permanence avec la crise actuelle. Je ne sais pas si elle est bien ou mal gérée, ça ne me regarde pas, parce que je ne suis ni politicien ni médecin. Et je pense que quel que soit le gouvernement qui allait prendre des décisions, il allait se faire, entre guillemets, haïr, parce qu'on n'aurait pas pu prendre une bonne décision. Mais je pense que le carnaval doit être géré. Je vois ce qui est fait à Fort-de-France, dans le stade à Liqueur. Je pense que c'est quelque chose de très bien. À Rivière-Pilote également. Voilà, on va réussir à faire quelque chose de spectaculaire, comme ce qui est fait, on va dire, au Brésil ou à Trinidad. Et petit à petit, ça va permettre, on va dire, aussi pour les médias de plus facilement filmer et partir un petit peu tout ça pour qu'ensuite, on va dire, le monde extérieur le connaisse et veulent venir après dans les vidéos l'année prochaine. Guillaume Dorinal, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Dernière question. S'il serait vrai qu'il y a, entre guillemets, une frontière entre les Békés, le mot que vous n'aimez pas, et les autres Martiniquais, qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait la faire tomber,
cette frontière? On parle de frontière, mais la frontière, je la connais pas. Peut-être qu'elle existait et que j'ai passé au-dessus sans m'en rendre compte. Je pense que la frontière, en fait, elle est peut-être dans la tête de beaucoup de personnes, de certains béquets, de certains non-béquets, comme vous dites. Je pense qu'elle n'est pas dans la tête d'une ou d'autre communauté, elle est dans la tête de tout le monde. Mais de temps en temps, il faut penser au cœur et oublier la tête. Et la frontière disparaît. Voilà, très bien. Guillaume Dorinal, président de l'association Construire notre vivre ensemble, merci d'avoir été en direct avec nous ce soir sur La Première. L'émission a été réalisée par Cédric Berkeley aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain. On termine avec votre dernier titre. Il s'agit de Princess Lover avec Mon Soleil. Voilà. Pourquoi ce choix? C'est un choix parce que cette musique, c'est une musique que mon fils de 8 mois adore. Chaque fois que je la mets, il a les yeux émerveillés. Il la regarde et je n'attends qu'une chose, c'est que pouvoir l'amener dans un live pour écouter Princess Lover. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, rentrez bien. Merci. Merci à vous, merci aux auditeurs du Quiz de Martinique La Première. Merci.